Bonsoir à tous. Donc il est 18 heures. Nous allons pouvoir démarrer notre premier webinaire sur AudioGym. Donc celui-ci va être présenté et animé par Jérôme André, qui est orthophoniste. Après 23 ans de pratique dans un institut pour enfants sourds, il a pris la responsabilité du groupe d'études et de recherche en audiologie clinique de Renard Audition, donc le GERAC. C'est dans ce contexte qu'il a contribué au développement d'AudioGym au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Ses connaissances sur la conception de l'outil et le fondement théorique sur lequel il repose font qu'il est l'interlocuteur le mieux placé pour vous en expliquer le fonctionnement aujourd'hui. Nous avons également Stéphane Bayens, audioprothésiste depuis 25 ans, dont 24 passés au sein de Renard Audition. Après des années de pratique sur Valenciennes, il est devenu responsable du laboratoire de Maubeuge depuis une quinzaine d'années maintenant. Sa longue expérience et ses compétences, unanimement reconnues au sein de la société, font de lui le professionnel idéal pour montrer comment intégrer AudioGym dans la pratique quotidienne d'un audioprothésiste. Et nous avons la chance d'avoir Immaculada Mico Ruiz, également audioprothésiste. Elle travaille au sein d'Audition del Rio à Begles, en région Oui. bordelaise. Elle a complété sa formation avec un DU audioprothèse implantable ainsi qu'un DU d'audiophonologie de l'enfant. Elle a une grande expérience de l'utilisation de la plateforme d'entraînement auditif sous une version déclinée d'AudioGym qui est baptisée Diapagym. Donc je vous laisse avec mon collègue Jérôme André qui va pouvoir débuter cette intervention. Eh ben, Bon merci, webinaire à tous. merci Alexandra pour cette présentation et merci aux personnes qui vont l'animer avec moi et également merci à vous d'être venu participer à ce webinaire. Donc, trois petites dias avant une démonstration de l'outil pour vous présenter l'outil dans sa dimension générale. C'est un outil qu'on a commencé à développer en 2021, qui a pris sa forme actuelle en 2023. Et à ce titre, je remercie tous mes collègues audioprothésistes, les orthophonistes et d'autres encore développeurs informatiques, etc., qui ont contribué à sa mise en forme. La plateforme est en perpétuelle évolution. Il y a eu une grosse mise à jour en octobre dernier. Et puis encore au mois de janvier, on est venu intégrer des nouveaux médias à l'intérieur. C'est un outil qui est plutôt destiné aux patients malentendants appareillés, même si dans certains cas, et Inma vous en fera part, elle a proposé d'autres utilisations de la plateforme. Et puis il y a une version un petit peu différente pour les patients implantés qui portent le nom de MECA pour module d'entraînement et d'évaluation des capacités auditives et qui est utilisé de manière régulière puisque à ce jour, il y a plus de 11 000 séances qui sont faites sur cette plateforme. Donc c'est un outil qui est accessible sur ordinateur, sur tablette, sur smartphone. On peut le faire au sein des laboratoires, mais l'avantage, c'est qu'on peut également le faire à domicile. Et on constate aujourd'hui que dans notre utilisation à nous, il y a 95% des utilisateurs qui pratiquent l'entraînement auditif en dehors du centre depuis chez eux. Donc, en termes d'expérience d'utilisation, on a à ce jour 198 professionnels utilisateurs, environ 150 audio-prothésistes, et puis le reste, on a quelques médecins ORL et une trentaine d'orthophonistes qui l'utilisent. Il y a 12 488 patients qui étaient inscrits en date de vendredi, pour un total de environ 74 000 séances. Donc, c'est quelque chose qui montre que la plateforme est fiable dans son utilisation. En ce qui concerne l'efficacité de l'outil, eh bien, en fait, on a fait deux études contrôlées, une avec des patients implantés cochléaires et puis une avec des patients appareillés conventionnellement. Vous pouvez retrouver ça sur le site audiogym-pro.fr si vous voulez aller plus loin. Mais grosso modo, les études contrôlées ont montré que les patients gagnaient 2 dB de RSB dans un pré-test, post-test. En l'occurrence, là, c'était le VRB qui était utilisé. Et vous pouvez retrouver ces données-là dans les études sur le site. Et puis, il y a un article à venir où on a étudié l'efficacité de l'entraînement auditif sur une grosse cohorte de 414 patients.
où on a pu montrer que ben, il y avait une progression, quel que soit le niveau initial du patient, quel que soit son âge, quelle que soit sa perte auditive et quel que soit le délai d'appareillage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour l'intégration dans la pratique de l'audioprothésiste et Stéphane vous en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que ben, l'intérêt, c'est de vous montrer comment cette plateforme, elle fonctionne. Et donc, le plus simple, ben, c'est d'aller sur la plateforme en elle-même. Donc là, je suis sur la partie de la plateforme réservée aux patients. Donc, ils ont une URL, ils ont un mot de passe. Et quand ils vont rentrer ce mot de passe, eh bien, ils vont se connecter sur la plateforme. Donc, sur celle-ci, la première chose qu'on leur demande de faire, c'est de régler le niveau de sonore pour que ce soit confortable pour eux. Donc, on va cliquer sur le Il y a bouton d'abord l'âme écouter. conquérante humaine, Et puis, on va celle qui nous régler la pousse à voix poser nos pour que pieds toujours plus loin ce sur soit des terres confortable pour moi. inexplorées, Une fois que celle qui j'aurai nous pousse, comme le défini le dirait niveau Neil. confortable, je vais dire que le niveau est réglé et ensuite les exercices se feront avec ce niveau. Et comme la plupart des exercices se font en rapport signal-bruit, eh bien, peu importe que le patient ait mis le volume très fort, ben, le bruit sera aussi fort. Et si il le met moins fort, ben, évidemment, le rapport signal-bruit sera conservé. Donc, une fois que le patient a réglé son niveau, il arrive sur cette page de choix des exercices où il y a plusieurs types d'exos qui lui sont proposés. Il y a des exercices de compréhension, des exercices d'attention et des exercices de mémoire. Et puis, il y a un petit avatar qui va lui donner des informations quand la personne est un peu perdue pour le fonctionnement de la plateforme. Donc, imaginons qu'il souhaite faire des exercices de compréhension. Ben, rien de plus simple, il va cliquer sur compréhension. À ce moment-là, il y a trois types d'exercices qui sont proposés. De la compréhension de phrases dans le silence, de la compréhension de phrases dans le bruit et des confusions phonétiques. Comme on est à un niveau 4, eh bien, les phrases dans le silence sont déjà validées et on considère que pour ce patient-là, ben, ça ne sert à rien de s'entraîner avec des phrases dans le silence. Donc, il va faire des phrases dans le bruit, des confusions phonétiques. Les phrases dans le bruit, comment ça se passe? Ben, on clique sur le bouton écouter. On va entendre une phrase, du moins d'abord du bruit. Mes copains organisent une soirée. Et donc, on a entendu du bruit pendant 5 à 6 secondes, le temps que les réducteurs de bruit se mettent en marche si le patient en bénéficie, ou le temps que ce patient, son cerveau s'habitue au bruit de fond. Donc, une fois qu'il a entendu ça, il peut éventuellement réécouter la phrase, ou il va pouvoir répondre à ce qu'il a entendu. Si c'est une bonne réponse, la réponse se mettrait en vert. Là, je me suis trompé. Eh ben, on me dit non, la bonne réponse ce n'était pas mes copains concoctent un spectacle, mais organisent une soirée. Et donc, il y a une petite coche rouge qui est venue se matérialiser. Tout à l'heure, on est tombé sur un bruit musical. Il y a 11 types de bruits de fond à l'intérieur. On va pouvoir en tester plusieurs en écoutant les différentes phrases. Donc là, en quittant sur continuer, j'arrive sur les confusions phonétiques. Eh bien, on va procéder de la même façon. Je vais cliquer sur le bouton écouter. Paix. J'ai entendu paix. Cette fois-ci, j'ai donné la bonne réponse. Eh bien, c'est une petite coche verte qui est venue se matérialiser. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir des coches rouges à l'intérieur? Parce que se tromper, c'est apprendre. Mais c'est apprendre si on a un feedback correctif qui vient nous dire pourquoi on s'est trompé. Et donc, avoir une correction, ça nous permet d'éviter de refaire l'erreur. Donc, si je faisais continuer, je reviendrai cette fois-ci sur les phrases dans le bruit et je pourrais continuer mon exercice avec d'autres types de bruits de fond. Placez la boîte sous le tableau. Donc là, j'ai entendu poisser la boîte sous le tableau, et si là, cette fois-ci, je validais, ben, ce serait en vert. Et je continuerai comme ça jusqu'à ce que j'ai 5 bonnes réponses consécutives qui me permettraient de passer et dire que cet exercice est validé. Et si au cours d'une même séance, je réussis à valider l'ensemble des exercices, eh bien, je vais pouvoir passer au niveau supérieur. Donc la plateforme va s'adapter à la performance de l'individu et on verra par quel mécanisme on peut baisser le niveau, bah, par ce petit bouton-là, ou tout à l'heure, je vais vous montrer une autre forme d'ajustement du niveau de performance. Venger. Donc là, j'ai entendu cette fois-ci, si je répondais correctement, il y a une deuxième petite coche, vous avez compris comment ça marche. Juste pour vous montrer ce qui se passerait à des niveaux supérieurs, eh bien, je vais ressortir de l'exercice, je vais jouer avec le petit niveau,
et donc je pourrais ajuster ce niveau en fonction du maximum que j'ai atteint en termes de performance. Donc là, on va se mettre par exemple au niveau 8, juste pour vous montrer le degré de difficulté de l'exercice à ce niveau-là. Dernier film de Benoît Poulvord. Et alors, au début, je n'étais pas emballé par l'idée, mais faut reconnaître que c'est bien marré. Depuis quelques jours, les défenseurs sont fatigués. Il a un rôle avec Le jour, les défenseurs sont fatigués, et donc là, on avait la bonne réponse et on pourrait continuer. Là, si on était dans les confusions phonétiques, on arrive à des niveaux supérieurs. Tout à l'heure, on avait une confusion sur un seul phonème. Là, on a une double opposition dans un certain nombre de phrases. Il dit le bison. Donc, on va pouvoir continuer comme ça. Donc, il y a 11 types de bruits de fond qui correspondent à peu près à 80 à 85% des situations de conversation au quotidien. Donc, vous serez avec des bruits domestiques, vous serez dans une voiture, vous serez dans le métro, vous serez dans une gare, etc. Ou dans du bruit multilocuteur comme là, on est tombé dessus. Donc, voilà pour le fonctionnement, grosso modo, de la plateforme en termes de compréhension. Vous avez aussi des exercices d'attention auditive. Donc là, comment est-ce que ça marche? Les premiers niveaux, on va travailler sur de l'attention focalisée. On va vous donner un mot cible et pendant 30 secondes, vous avez un locuteur qui va vous parler en émettant ces mots cibles. Donc on va écouter. Moulin. Poussin. Galet. Poulet. Balai. Et donc là, si j'abaisse le Moulin. niveau pour vous expliquer ce qui va se passer, c'est que Poussin. pendant 30 secondes au premier niveau, le Galet. locuteur va dire des mots qui Poulet. ressemblent à poulet, qui auront la première Balai. syllabe en commun comme poussin, la Galet. deuxième syllabe en commun comme galet, Balai. mais donc évidemment, on doit compter Moulin. que l'occurrence du mot cible. Poussin. Le locuteur parle très lentement Pouliche. et le temps de stimulation, ce sera 30 Moulin. secondes. Au bout des 30 secondes, Balai. vous allez avoir des propositions de Poulet. réponses qui seront matérialisées Poulet. devant vous. Donc là, on Galet. va arriver au bout. Et donc, combien de fois il y a eu le mot poulet? Ben, évidemment, comme je vous ai parlé, je n'étais pas en mesure de les comptabiliser. Je vais dire qu'il y en a eu deux. Ben, là, ça me dit non, il n'y en avait pas deux, il y en avait trois à l'intérieur. Et je vais pouvoir continuer mon exercice. Et donc là, évidemment, il y a besoin d'avoir que trois réussites dans l'exercice parce que le temps de stimulation est déjà relativement long. Donc cette fois-ci, on aurait le mot cochon et on ferait la même chose. Et plus en fait on va monter en niveau de difficulté, et plus en fait la contrainte va devenir forte parce que le locuteur va parler plus vite, le temps de stimulation va devenir plus long, et puis on va ajouter d'autres contraintes. Cette fois-ci, on va vous demander combien de sports ou de métiers vous entendez, et ça veut dire que là, bah, il faudra compter aussi bien les baskets que les tennis, que les docteurs, que les bouchers, etc. Et donc, ça va vous demander une tâche supplémentaire pour faire cet exercice. On ne va pas aller au bout de la stimulation qui va durer presque une minute dans les derniers niveaux, mais juste pour vous montrer comment ça se passe, je vais vous faire écouter un exemple. Poitrine. Médecin. Basket. Mexique. Philippe. Mexique. Voilà. Et donc, à chaque Dijon. fois, il va falloir vous Facteur. demander si le mot appartient bien à telle ou telle catégorie sémantique. Et donc, on vous demande une tâche supplémentaire alors que le traitement pour effectuer cette tâche va devenir de plus en plus court. Et donc, on va passer comme ça d'une sollicitation de l'attention focalisée à l'attention soutenue. Le dernier type d'exercice que vous allez avoir, ce seront des exercices qui vont solliciter la mémoire auditivo-verbale. Donc en fait, quand vous allez cliquer sur ce petit bouton, vous aurez deux types d'exos qui vous seront proposés. Soit des exercices de double tâche, soit des exercices de mémoire immédiate. Les exercices de double tâche, comme leur nom l'indique, on va vous demander de faire deux choses en même temps. Vous allez devoir entendre une phrase, dire si cette phrase elle est vraie ou si elle est fausse, et puis ensuite, vous devrez retenir le dernier mot de chaque phrase. On va le faire pour l'exemple. Avant de manger une noix, il faut enlever la coquille. Donc là, je vais dire que c'est vrai. Je vais voir la réponse et je vais retenir le mot coquille. Et puis, on va le refaire une autre fois. Le drapeau français est composé de 3 couleurs. Je vais dire qu'à nouveau, c'est vrai et je retiens couleur. Et puis ensuite, on va me dire, bah, c'était quoi les derniers mots? Ah ben, c'était coquille et couleur. Et donc, on va pouvoir continuer comme ça. Évidemment, là, on est au niveau 1, ça demandera que deux phrases, mais plus vous allez avancer en niveau, et plus il y aura d'éléments à retenir. Et donc, pour les derniers niveaux, l'empan du français moyen, c'est 7 plus ou moins 2. Et ben, au dernier niveau, vous aurez 7 mots à retenir. Et en fait, il y aura des petites contraintes sur les distracteurs qui vont jouer sur l'effet de primauté et l'effet de récence
pour complexifier la tâche. Mais en tout cas, le principe sera toujours le même. Et pour le deuxième type d'exercice, la mémoire immédiate, eh bien là, on va transformer le patient en serveur de restaurant. Il va entendre une commande passée par une personne et il faudra restituer cette commande. En entrée, je vais prendre un millefeuille d'aubergine. Pour le plat, ce sera un couscous royal. Comme fromage, je prendrai du camembert. Et pour le dessert, un tiramisu. Et donc, on va faire la même chose. Et là, on va répondre aux différentes questions pour se dire, est-ce que je vais réussir à restituer le menu qui a été proposé par la personne? Ben là, j'ai réussi mon menu. Ça me dit cet exercice est validé. Et si maintenant je venais à réaliser à nouveau l'exercice de double tâche et à le réussir deux fois, je passerai au niveau supérieur. Donc voilà pour le principe. Évidemment, si vous allez au dernier niveau, ben là, vous aurez un homme et une femme qui vont commander à la fois entrée, plat, fromage, dessert et boissons individuelles. Et donc vous aurez 10 éléments de menu à restituer. Et donc évidemment, ben, ça complexifie grandement l'exercice. Mais en tout cas, le principe reste le même parce que on veut pas que les patients soient ceinture noire en informatique. Ils n'ont pas besoin de maîtriser beaucoup de choses sur la plateforme. L'exercice reprend toujours le même type de résultats. Par contre, ce qui est plus important, c'est de complexifier l'exercice pour qu'il soit un peu plus important. Ici, ça permet d'envoyer un message à la personne qui a inscrit le patient, si le patient avait une question. Et puis là, c'est de visualiser les résultats de la personne. Donc là, évidemment, on est sur un faux patient. Donc le tableau n'est pas mis à jour sur cet aspect-là. Mais en tout cas, le patient peut visualiser ses résultats, soit sous la forme tabulaire, soit sous la forme de graphique. Mais Stéphane reviendra sur cette dimension tout à l'heure. Donc voilà pour le partage sur cet aspect-là. On va revenir sur le diaporama et continuer la présentation. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'adaptative learning. Donc la plateforme fonctionne sur ce modèle-là, c'est-à-dire qu'elle va s'ajuster à la performance de l'individu. Si les exercices sont trop difficiles, eh bien le patient va se désintéresser. Si c'est trop facile, ben, en fait, il progressera pas. Et donc il y a des petits ajustements qui peuvent se faire. Donc là, on va faire un exemple. La personne entend une phrase. Vous voyez qu'il y a déjà quatre petites coches vertes. La forêt de pins est dense. La forêt de pins est dense. Si on répond correctement, eh bien, le petit avatar apparaît et va vous dire, c'est super, vous avez 5 bonnes réponses à la suite. Et si je réussis à nouveau les confusions phonétiques, ben, ce qui va se produire, donc on va cliquer sur écouter. Bouse. Là, vous avez entendu d'ailleurs d'autres types de bruits de fond qui étaient à l'intérieur. Je valide cette réponse-là. J'ai également réussi cet exercice. Et donc, je viens de basculer sur l'exercice d'un niveau supérieur. Et donc, maintenant, le patient pourra jouer entre le niveau 1 et le niveau maximal qu'il a atteint. Et pour la baisse, eh bien, on va pouvoir, cette fois-ci, si on a plusieurs erreurs consécutives, on va cliquer sur le niveau baissé, le niveau de difficulté. Toute personne qui passe escalier. Et si on se trompe de manière trop importante, bah là, à la place de répondre toute personne qui passe et scanner, on répond quelque chose d'erroné. Le petit avatar vient vous dire, bah voilà, peut-être que cet exercice-là, il est un peu difficile. Vous pouvez baisser la difficulté. Et là, ça va réinitialiser les petites coches qui se trouvent en haut et on va pouvoir continuer sur la performance en diminuant la difficulté. Donc, ça, c'était pour l'interface patient. Il y a une petite interface professionnelle qui va venir se matérialiser. Donc, hop, je vais remettre le lien et je vais ajuster ça pour aller sur la partie pro. Donc, le professionnel qui s'inscrit va pouvoir venir se connecter, venir mettre lui son mot de passe et il va pouvoir venir inscrire un patient. Pour l'inscription d'un patient, vous allez voir que c'est très rapide. Je viens de me connecter. Je clique sur le bouton inscription, je viens rentrer un numéro d'identifiant, en l'occurrence, nous, là c'était un numéro Cosium, mais peu importe si vous utilisez Audio Wizard, si vous utilisez Osmose, vous venez rentrer l'identifiant de votre patient, vous l'affectez à un de vos laboratoires, vous certifiez que vous lui donnez les conditions d'utilisation et vous validez l'inscription. Et là, techniquement, le patient est déjà inscrit. Donc, si vous cliquez sur le bouton imprimer, ben, vous allez lui envoyer le lien pour qu'il se connecte. Il recevra son petit mot de passe.
vous pouvez le lui envoyer par mail et vous pouvez faire une petite évaluation. Cette évaluation, elle va permettre de déterminer le niveau de difficulté initial des exercices qui lui sont proposés. Si vous ne le faites pas, c'est pas très grave. À la première connexion du patient, ben, l'interface va reconnaître que c'est sa première connexion. Elle va lui proposer une évaluation et en fonction du résultat obtenu, il commencera au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc., etc. Donc ça, c'est pour l'inscription d'un patient. Si vous voulez consulter les résultats d'un patient, ben, vous venez ici, vous rentrez le numéro d'un patient donné, vous allez cliquer sur voir les résultats et à ce moment-là, ben, vous verrez les résultats du patient, bah, comme je vous l'ai dit, soit en résultat tabulaire, soit en résultat graphique. Donc ça, c'est pour la consultation. Et puis, si vous voulez avoir les statistiques de la plateforme, bah, là, pour les laboratoires Renard, pour la version actuelle d'AudioGym, il y a 8480 patients inscrits pour 32 000 séances de fait. Et ça, c'est sur la version actuelle. Et si on allait sur les stats par laboratoire, bah, on pourrait voir ce qui se passe pour le laboratoire d'Arras, pour le laboratoire de Maubeuge, de Tourcoing, etc., etc. On pourra aller sur chacun des labos, aller consulter les performances, le nombre d'inscrits qui sont présents. À Tourcoing, 573 patients inscrits pour 3000 séances, etc., etc. À Valenciennes, 561. Et on pourrait comme ça aller consulter le nombre de patients qui ont été inscrits la semaine dernière, la semaine d'avant, etc., etc. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'interface professionnelle pour vous pouvoir suivre les résultats de vos patients. Il y a une petite export de la base de données. Ben, si on clique sur ce bouton-là, ça va générer un petit fichier Excel qui vient de se télécharger, comme vous l'avez vu ici. Et là, il y aurait l'export de l'intégralité de la base de données. Ben, si vous voulez publier, faire des recherches pour voir l'efficacité de l'entraînement de chacun de vos patients, ben, vous avez toute cette dimension-là qui vient se montrer. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le fonctionnement de l'interface professionnelle. Et maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane, que je remercie grandement pour sa participation à ce webinaire. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais, pour ma part, vous expliquer un petit peu le quotidien de tout ça. Dans le départ, on avait réfléchi avec Jérôme, avec d'autres collègues, à inscrire les patients dans un délai de 3 mois ou de 6 mois après une adaptation un petit peu plus longue. Et puis, plus on y réfléchissait, plus les études ont montré qu'on pouvait progresser n'importe quand, avec n'importe quelle audition. On s'est dit qu'on allait inscrire tout systématiquement les patients dès le premier rendez-vous, ou en tout cas dès la mise à l'essai, pour qu'ils puissent tout de suite s'amuser, j'ai envie de dire, tellement ce logiciel est intuitif et efficace. On les accompagne un peu pour la première séance, soit en les inscrivant seulement si on voit qu'ils sont très débrouillards, soit déjà en faisant un peu la première séance d'auto-évaluation pour qu'ils soient déjà un peu plus à l'aise dans le maniement. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez vu, très intuitif, très ludique, très facile, hein. En consultation, ben, c'est vraiment pour les utilisateurs assidus ou non, ce sera toujours utile si l'utilisateur est assidu, si le patient est assidu, ce sera une grande source d'information puisque on pourra voir ses progrès, quelle vitesse il a progressé, dans quelle situation et dans quelle place. Et si le patient n'est pas trop assidu, ben justement, c'est là qu'on pourra un petit peu lui dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas trop, vous n'avez pas eu trop envie. Mais on consulte en tout cas leurs résultats à chaque rendez-vous ou presque pour que ça nous donne. C'est une espèce de super data logging, si vous voulez, puisque le data logging, c'est une chose, mais là, vous avez en plus toute une situation qui donne plein d'informations, comme vous l'avez vu, on le reverra après dans les dias suivants. Du coup, ben, les avantages, vous les avez compris en écoutant Jérôme. Les études ont montré déjà ce fameux minimum de décibels d'amélioration et on a vu avec les patients un petit peu plus tard des améliorations encore plus importantes. On s'attendait pas à des résultats aussi importants seulement
chez les patients appareillés de façon classique. On s'y attendait et c'était le cas chez les implantés, mais même en appareillage classique et avec n'importe quel niveau d'auditif, on a vu des améliorations très importantes. Ça facilite l'adaptation, ça leur donne un but, ils sont motivés, ils l'utilisent et ils s'adaptent et ils font travailler leur réhabilitation auditive, leur réhabilitation de Sony juste en faisant leurs exercices. Et comme j'ai déjà dit un peu au début de ce que je vous racontais, l'évaluation des performances nous donne beaucoup d'informations sur ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, comment les remotiver ou dire waouh, incroyable le niveau de progrès que vous avez fait, même si parfois eux s'en rendent pas nécessairement compte parce que ils veulent toujours plus. On aura toujours le pouvoir du coup de leur montrer l'évaluation énorme qu'ils ont fait juste avec une petite démo de ce qu'ils écoutaient avant ou pas et avec quoi ils travaillent maintenant. Observance du port, voilà, et évidemment le travail pluridisciplinaire qui nous donne aussi une information complémentaire sur des contrôles d'orientation prothétique avec des limites d'appareillage, que ce soit en intelligibilité dans le bruit, et les progrès qu'on a pu faire qui nous donnent plein d'infos à transmettre en ortho, en orthophonie ou évidemment pour l'ORL, qu'il soit important ou pas important, ça donne du grain à moudre dans l'étude du patient et dans l'évaluation qu'on en fait en pluridisciplinaire. Et voilà, ça c'est les exemples dont je vous parlais, c'est ce qu'on ouvre quasiment à chaque patient pour se faire l'idée. Et on voit très bien, et encore mieux sur le deuxième que vous avez déjà un peu aperçu, mais les niveaux validés avec les petits ronds de couleur. Hein, vous voyez, c'est un patient assez type hein, qui progresse un petit peu plus lentement dans sa compréhension, mais par contre qui a très vite progressé en attention et en mémoire, presque sans s'en rendre compte, mais en tout cas, il a fait travailler son système nerveux central de façon importante. Et ça, évidemment, on le sait et eux le savent, ou en tout cas commencent à le comprendre. Mais ça nous change, comme je disais souvent, des mots croisés ou des sudoku avec quelque chose de beaucoup plus ludique et peut-être tout aussi efficace, si ce n'est plus. On voit bien là avec les petits ronds, vous voyez la progression ultra rapide dans l'attention en violet ou en mémoire en vert, et la compréhension qui bien sûr prend plus de temps, mais qui est plus ingrate au départ, mais qui donne après, j'espère, et on le voit au jour le jour, en tout cas avec les patients qui progressent bien, des gens heureux de leur appareillage et même heureux dans des situations difficiles qu'on n'aurait pas pensé atteindre il y a encore quelques années. C'est vraiment un logiciel qui nous apporte beaucoup au quotidien. Donc, Voilà. Et du coup, oui, je repasse la parole à mon collègue Jérôme avec qui vous avez commencé. Merci. juste, merci beaucoup Stéphane hein, pour ton témoignage et l'intégration de l'outil dans la pratique d'un audioprothésiste. On va rebondir là-dessus avec Inma juste après, mais pour un peu conclure pour nous deux, disons que la compréhension dans le bruit, c'est un défi majeur, mais heureusement cette compétence, elle peut être entraînée. Et donc, l'outil AudioGym, c'est quelque chose qui est simple d'utilisation, qui est fiable par le nombre de séances, qui est entre guillemets validé parce que il y a eu beaucoup de séances de fait aujourd'hui et qui est facilement intégrable dans la pratique d'un audioprothésiste. Et en plus de ça, ça vous permet de valoriser votre activité auprès des ORL ou pour faire de la publication. Mais là, évidemment, nous, on n'est pas très objectif dans tout ça parce que on était à la création de l'outil. Donc, vous pouvez vous dire que peut-être voilà, les gens profitent pour se mettre en avant, mais on va aussi donner un petit mot à une utilisatrice qui est extérieure au laboratoire Renard. Donc, Inma, je te laisse la parole pour te présenter et pour nous dire ce que tu penses de l'utilisation d'une telle plateforme. Et merci beaucoup d'être avec nous. Ah non, merci à vous pour l'invitation à ces webinaires. Je me présente, je suis Immaculada. Je travaille auprès des laboratoires Audition del Rio, c'est surtout Bec l'Audition.
Et je vais faire un témoignage de mon expérience avec la plateforme. Dans mon cas, c'est pas AudioGym, c'est Diapagym parce que c'est créé pour le groupe Diapason où on fait partie. Mais le principe, c'est le même et tout est un peu pareil. Donc, moi, à différence d'eux, je pense, je présente la plateforme autant à les utilisateurs d'appareils auditifs, des malentendants appareillés, comme à des personnes qui arrivent dans notre centre qui se plaignent des problèmes dans le bruit et la perte, elle n'est pas trop importante, donc ils ont besoin d'une aide supplémentaire et c'est vrai que parfois l'appareillage en lui-même, ça ne va pas leur apporter grand-chose, mais le fait d'avoir cet outil et de donner cet outil à ces patients-là, à ces groupes de patients, ils sont contents quand ils se partent. Comme ça, ils ont des exercices à faire et voir si l'amélioration se met en place. Donc, mon retour dans les cas autant appareillés comme pas appareillés sont des retours positifs. C'est vrai que le fait de leur donner cet outil renforce leur rôle dans leur réhabilitation, ça leur met en place pour s'améliorer parce que c'est vrai que les malentendants en général où ils sont le plus gênés, c'est dans le bruit. Donc, ils savent qu'ils ont quelque chose, s'ils veulent améliorer son audition dans le bruit, sa compréhension surtout. Et c'est important pour eux et c'est dans leur main. Donc, je trouve que ça leur implique aussi le fait de pouvoir montrer, comme autant Stéphane comme Jérôme, ils ont montré les résultats. Ça leur pousse aussi, ça les encourage à faire plus d'exercices parce qu'ils voient qu'il y a une amélioration. Dans le cas qu'on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, donc dans ces cas-là, donc on va orienter d'abord regarder le réglage du patient, l'audition du patient s'il n'a pas changé et si tout est correct, donc on va orienter dans mon cas, c'est vers l'orthophoniste, d'accord, d'abord, pour voir s'il y a quelque chose à faire. Et je pense que ça a été tout plus ou moins dit. Je vais dire aussi que dans mon cas, c'est moi-même qui fais les inscriptions des patients. Je prends le temps de faire les inscriptions, de bien expliquer comment ça marche, les trois blocs parce qu'ils se sentent rassurés quand les choses sont expliquées doucement en montrant tout. Vraiment, c'est des personnes d'un certain âge et parfois ne sont pas très à l'aise avec l'informatique en général. Donc, ça leur renforce l'utilisation. Et dire aussi, comme vous voyez sur la photo qui apparaît à l'écran, nous, on a mis une borne dans notre salle d'attente pour présenter la plateforme à tout le monde. Donc, ça veut dire la personne qui vient pour eux, la personne qui arrive pour accompagner. Donc, déjà, ça crée la curiosité. Et quand il se passe au rendez-vous, il se pose la question des qu'est-ce que c'est ça? Donc, on a fait très simple. On a mis une tablette où il y a la plateforme dedans, l'application. On a mis un casque pour les personnes qui ne sont pas appareillées et ils peuvent tester déjà en salle d'attente. Et parfois, on voit des patients qui sont des accompagnants qui sont en salle d'attente, qui mettent le casque pour voir s'ils entendent bien, si la compréhension elle est bonne ou pas dans le bruit. Et je pense que j'ai plus ou moins dit tout. C'est pas très très différent comment les laboratoires Renard travaillent, mais mon témoignage, c'est que c'est très favorable, très positif. Les patients, après l'utilisation, quand ils reviennent, sont assez contents. Ils voient qu'il y a une amélioration. Ils la sentent aussi parce que c'est pas uniquement au niveau des statistiques qu'on peut montrer, ils la sentent dans sa vie quotidienne. Et je trouve que c'est un outil très très fort, très intéressant à mettre en place tous les audioprothésistes.
et prend le temps pour le faire parce que ça prend un petit peu de temps et parfois on est avec le temps un peu juste. Et ça fait qu'on dit, bon, on va le faire à la prochaine fois. J'ai oublié une dernière chose, excusez-moi. Dans mon cas, à moi, je fais la présentation des diapagimes à partir du rendez-vous des contrôles 3 mois. Je préfère parce que d'abord, les patients, parfois, ils sont pas très à l'aise avec les appareils. Probablement, dès tout au début, ça va donner des résultats, mais je préfère que le patient, il est bien, bon, on va dire, adapté à ces appareils, que l'écoute, elle est assez normale, que c'est pas on l'écoute, comme ils expliquent, robotique, électronique, le ci, le là, parce que sinon, ça peut leur créer encore plus de problèmes. Une fois le réglage est accepté, c'est bien réglé les prothèses, c'est là où je présente la plateforme. Je voulais le dire parce que j'ai oublié, j'ai vu que Stéphane et Jérôme, ils ont parlé que la plateforme s'est présente depuis le début. Moi, je présente un petit peu plus tard. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Bon, tout a été dit. L'utilisation est simple, facile. On peut le faire dans n'importe quel moment de la journée. Donc, ça enlève aussi des barrières. Aussi dire que quand je retrouve des patients d'un certain âge qui ne savent pas manipuler un téléphone, ils n'ont pas d'internet, ils n'ont pas d'ordinateur, déjà je ne présente pas parce que je trouve que ça va être plus des contraintes, ça va être compliqué, ça va leur générer des problèmes et c'est pas non plus intéressant. Mais les personnes qu'on voit qui sont à l'aise, qui ont aussi un intérêt de s'améliorer, pourquoi pas? Donc, je pense que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Je sais que tu étais stressé de venir parler sur tout ça, mais on te remercie chaleureusement d'avoir pris le temps de venir nous livrer ton témoignage. Et effectivement, on peut avoir des fonctionnements qui diffèrent un petit peu sur certains aspects. On faisait la même chose que toi, puis après, à force de l'utiliser, voilà, on a décidé de le mettre une inscription systématique de tous les patients. Et ensuite, dès la mise en place de l'appareillage pour faciliter l'adaptation, mais il n'y a pas de règle, chacun le fait un petit peu comme il le souhaite. Donc, mais en tout cas, là où je te rejoins et on n'en a pas parlé, c'est que quand on avait fait une petite étude avec une étudiante en audioprothèse, on s'est aperçu qu'il y avait 93% des utilisateurs qui étaient des personnes de plus de 70 ans qui disaient que en fait c'était très facile d'utilisation. Et donc oui, les exercices, pour quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'informatique, peut-être que les choses peuvent être redondantes, mais en fait c'était un choix délibéré de se dire la complexité, elle n'est pas sur la manipulation informatique, elle est uniquement sur les stimulus qui sont délivrés pour maximiser les performances des sujets. Donc, en tout cas, mille merci d'avoir participé. Ce qu'on peut peut-être évoquer à présent, c'est les formules d'abonnement. Donc, en fait, au départ, l'outil, c'était quelque chose qui était à destination de nos patients. On n'avait pas vocation à le diffuser. Et puis après, quand les résultats ont été très bons, qu'on avait des bons retours des patients, qu'on a pu mesurer l'efficacité, c'est vrai qu'on a été sollicité par des personnes pour la mise à disposition de la plateforme. Donc aujourd'hui, on propose deux formules d'abonnement. La formule essentielle où en fait les patients ont accès à tous les exercices. La formule, donc il y a deux formules essentielles et exclusives qui sont au même tarif, qui est de l'ordre de 49 euros par mois par centre. La seule différence entre les deux formules, c'est que il y a une formule où les frais de mise en service seront plus importants que dans l'autre parce que on peut personnaliser entre guillemets la plateforme avec le logo de la société. Si vous avez envie de personnaliser le mail d'inscription, et on avait parlé tout à l'heure, Inma, du moins à un autre moment, de ce mail d'inscription où tu me disais que ce que tu appréciais particulièrement, c'était la phrase qui disait l'assiduité fait Et l'efficacité à l'efficacité. l'intérieur.
Mais en Exactement. fait, on peut effectivement personnaliser ce mail qu'on enverrait au patient. Et puis, dans la première formule essentielle, tout à l'heure, je vous ai montré l'export de la base de données. Il n'y a pas dans cette formule-là quelqu'un qui aurait qu'un centre, il n'a pas envie de faire des stats, ce qu'il veut, c'est juste regarder les résultats de ses patients. Ben là, il peut regarder les résultats individuellement de ses patients et il n'a pas de données générales sur l'utilisation statistique. Donc, dans la formule exclusive, eh bien là, il y a l'accès à ces petites spécificités sur les données stats et sur la création d'une interface super administrateur où la personne peut créer ses laboratoires et à l'intérieur de ces laboratoires, elle peut affecter les professionnels de ces labos. Donc voilà, ce sont les petites différences, mais ça ne change pas sur le tarif de la plateforme, c'est uniquement sur les frais de mise en service qui demandent de notre côté un travail supplémentaire. Il faut solliciter le développeur informatique pour dire, bah voilà, pour ce centre-là, il faut mettre tel logo ou tel logo. Ben, tout à l'heure, Inma vous a dit que pour Diapason, ils avaient quelque chose de particulier qui était Diapagym. Donc, effectivement, il y a eu une adaptation qui était même plus importante que celle qui est là parce que ça a été un changement des couleurs pour le mettre à leur logo, ça a été un changement d'avatar. Voilà, mais en tout cas, là, c'est sûrement des choses qui sont plus particulières, mais Diapason, c'est un gros réseau et c'est pas la majorité des audioprothésistes qui auront deux ou trois centres. Donc, en tout cas, voilà pour les formules d'abonnement. Et donc, ben, Alexandra, je te redonne la parole pour la suite. Eh bien, merci Jérôme, merci Stéphane et merci Inma pour vos présentations et témoignages. Dès à présent, vous pouvez désactiver vos micros si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas, Jérôme, Stéphane ainsi que Inma seront ravis de pouvoir vous y répondre. Dans la mesure de nos compétences. Exactement. Apparemment. Alors, je sais pas, j'ai pas accès au chat, Alexandra. Je sais pas s'il y a des questions dans le chat, peut-être. Pour le moment, j'en ai aucune, mais n'hésitez pas à passer par le chat si vous êtes un peu timide de passer à l'oral. On serait ravis de pouvoir vous lire ou de vous entendre. Bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. Pouvez-vous me préciser combien de temps dure une session de En travail? fait, il n'y a pas il y a pas de temps qui est déterminé, c'est-à-dire que la personne, elle va s'arrêter quand elle le souhaite. Donc tout à l'heure, quand on était sur la page des résultats, ben, vous avez vu que, par exemple, cette personne-là, elle avait fait des séances de 13 minutes, 5 minutes, 18 minutes, 20 minutes. Il y a pas de règle. Tout comme il n'y a pas de règle sur le nombre de séances à faire. En fait, quand vous regardez la littérature, sur l'efficacité d'un entraînement, vous allez trouver tout et son contraire. Vous allez trouver des gens comme Nina Kroos qui vont vous demander de faire 5 séances par semaine pendant 8 semaines consécutives. Vous aurez d'autres personnes qui vont vous dire qu'ils ont obtenu des résultats par le biais d'un entraînement de 5 heures pendant 3 jours consécutifs. Donc en fait, il n'y a pas de consensus. Le seul consensus qui existe dans la littérature, et je peux vous dire que j'ai mangé quelques revues de littérature depuis 2012-2013, en fait, la seule chose qui est importante, c'est l'assiduité. En fait, c'est comme en sport, comme en musique. Quand vous allez vous entraîner à partir d'une dizaine à une quinzaine de minutes, vous allez créer des nouvelles connexions. Mais ces nouvelles connexions, votre cerveau, il ne peut pas les utiliser le jour où il les crée. Il lui faut entre 24 et 36 heures pour pouvoir s'approprier les nouvelles connexions. Et donc, ça veut dire que ça sert à rien de s'entraîner pendant 8 heures un jour et puis vous faites rien pendant 3 semaines parce que les connexions que vous aurez créées, elles vont mourir aussi vite. Donc, il vaut mieux faire quelque chose de régulier, ne serait-ce que 5 ou 7 ou 10 minutes par jour, mais de faire ça 2 à 3 fois par semaine, eh ben, il y aura des résultats qui seront beaucoup plus importants. Donc, il y a des travaux qui montrent que vous allez avoir une réorganisation des connexions neuronales
et même des modifications structurelles de vos circuits neuronaux. Donc, mais pour ça, ben, ça veut juste dire que il faut s'entraîner. Donc, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais puisqu'on est là-dessus et que pour l'instant, il n'y a qu'une question, je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer ça. C'est que quand on revient sur la plateforme, ici, là où le patient va se connecter, il y a un petit élément qui lui permet d'avoir des tutoriels pour lui expliquer comment ça fonctionne, les différents aspects. Et il y a un petit dossier qui est le dossier AudioGym. Et dans ce dossier AudioGym, il va y avoir plein de petites informations qui vont lui être transmises et qui vont lui donner de l'information sur le moment. Alors là, il est en train de générer le PDF, mais comme il doit gérer en même temps la visio, c'est un peu plus long pour faire tout ça. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est qu'on va lui donner des conseils pour dire à ce patient-là, prenez le moment de la journée qui vous correspond le mieux pour vous entraîner, gardez quelques minutes. C'est accessible, comme on l'a dit, 24 heures sur 24. Donc, vous aurez des petites questions et à l'intérieur de ça, vous aurez aussi le fait d'adopter un rythme d'entraînement qui est adapté à vos conditions de vie. Ben, si vous avez 5 minutes par jour, ben, c'est très bien, vous faites ça 5 minutes. Si vous en avez 15, c'est parfait. Quand on a fait l'étude sur l'efficacité, par exemple, il y avait un monsieur, je me suis aperçu que il se connectait toujours à 7h32. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre, tous les matins à 7h32, il se connecte. Et donc, quand je l'avais vu, je lui ai dit, ben, vous êtes super régulier. Il m'a dit, ben, moi, je prends le train tous les matins pour faire Fretin-Lille. Et donc, mon train, il démarre à 7h32. Alors, bon, avec la SNCF, c'est peut-être 7h35, 7h36. Mais en tout cas, il me dit, ben, j'ai un quart d'heure de train. Ben, ce que je faisais, c'est que je mettais mes appareils en streaming et plutôt que d'attendre dans le train pendant un quart d'heure, ben, je faisais un entraînement à chaque fois que je venais à Lille le matin avec le travail. Donc voilà, ce monsieur-là, ben, il faisait ses 10 minutes par jour d'entraînement et puis vous avez des personnes qui vont rester pendant, euh, pendant trois quarts d'heure ou plus sur une séance. Je Merci sais pas Et si- c'est Jérôme bien, pour ta question, pour ta réponse, pardon. merci beaucoup. C'est bien à préconiser avec les appareils. Ben, le Il n'y a mieux, pas c'est de s'entraîner d'altération. dans. C'est ça, c'est de s'entraîner dans les conditions les plus écologiques possibles. Donc, D'accord. si la personne elle a ses appareils, c'est évidemment de s'entraîner avec son appareil à jouer. D'accord. Et au moment où on arrête l'entraînement, les connexions dans le cerveau Alors, disparaissent. Alors, C'est ça? bah, C'est ce qui c'est était. super ce que vous dites, mais en fait, voilà, par exemple, vous allez trouver une petite information et on vous dit pourquoi faire des séances à intervalles réguliers. Ben, parce que vous allez créer votre propre ligne de base. Donc, imaginons que votre patient il soit allé au niveau 7. Ben, c'est super, il est allé au niveau 7. Et puis, il fait ça sérieusement pendant 2 mois. Il arrête un peu, il va garder ses petits-enfants, il fait une croisière, peu importe. Il revient un mois plus tard, ben, il se met au niveau 6, il se réentraîne, il arrive à aller au niveau 7 où il était allé, c'est magnifique. Ben, tout va bien. Il n'y arrive plus, ben, il refait quelques petites séances. Et si malgré l'entraînement, il n'y arrive plus, ben, c'est peut-être l'occasion de se dire, ah, tiens, il faut que j'aille chez Stéphane parce que mes appareils sont bouchés, ou peut-être que mon audition, elle a bougé. Et donc, en fait, il a son propre référentiel de performance. Donc, évidemment que s'il ne s'entraîne pas, au bout d'un moment, ça va peut-être dégrader, mais s'il reprend l'entraînement, il n'y a pas de raison pour que, il ne retourne pas au niveau qui était le sien 3 mois plus tôt. Super. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci Jérôme pour ta réponse. On a dans le chat Pascal Dureux qui pose comme question, donc le patient a fait son programme à son rythme à la maison. À quelle Ouais. fréquence est-ce conseillé? Donc tu as déjà plus ou moins répondu à cette réponse. Donc si je peux me permettre également de rebondir dessus, nous ce qu'on préconise c'est 8 séances. Parmi lesquelles le patient va pouvoir avoir de réels progrès. En fait, du moins, juste pour préciser un tout petit peu ça, Alexandra, c'est quand on a fait les études d'efficacité, on leur a demandé de s'entraîner 3 fois par semaine pendant 8 semaines. Donc c'est là-dessus qu'on a vu qu'il y avait 83% des patients qui avaient progressé d'au moins un niveau et qui avaient gagné au moins 2 dB au VRB. Donc c'est là-dessus. Et dans la littérature, vous trouvez la plupart du temps des gens qui vont vous dire que les premières modifications structurelles qui peuvent arriver, c'est quand les gens ont 8 séances d'entraînement. Mais ben, évidemment, si la personne s'entraîne 1 minute 30, ça va pas arriver. C'est en faisant des séances
qui vont durer une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Et ben là, effectivement, à partir du moment où on a 8 séances, là, on considère qu'il y a des effets qui vont commencer à se matérialiser. Et pour rebondir un peu sur la question de Madame Doba-Richard, moi j'ai eu le cas de patients qui avaient fait un petit gap sans entraînement alors qu'ils étaient très assidus. Ils s'en rendent compte tout seuls qu'ils ont régressé. Ils redescendent automatiquement eux-mêmes. Ils commencent l'exercice. Ils disent, oula, comment je faisais pour faire ça? Et ils redescendent au moins d'un niveau s'ils ont eu un gap, un trou dans leurs entraînements. Donc ça leur met tout de suite une motivation supplémentaire parce qu'ils se rendent compte qu'avec peut-être 15 jours ou 3 semaines d'arrêt, ils ont presque perdu un niveau déjà. Enfin, après, c'est très interindividuel, mais en tout cas, ça peut les remotiver quand ils se rendent compte tout seuls de ça. Merci Et pour comme cette tu, précision. et comme tu disais tout à l'heure, Steph, il y en a plein qui disent avant je faisais du sudoku, et ben maintenant je fais mon entraînement auditif et ça leur permet de faire un petit exercice et de se remettre dans le bain au fur et à mesure. Nous Excusez-moi. avons, oui, j'allais dire, nous avons J'ai une seconde question. L'abonnement de 49 € par centre pour ceux qui en ont plusieurs. Comment ça se passe, Jérôme? Alors en fait, donc on fait un devis bah, ça dépend combien il y a de centres, mais en tout cas sur le site audiogym-pro.fr, là vous avez le contact de la comptabilité. Et donc, quand vous allez sur ce site-là, vous allez définir le nombre de centres que vous avez. Et puis, ben, le service comptabilité vous enverra un devis en fonction, c'est un tarif par centre en fait qu'on a matérialisé. Du moins, je ne sais pas si j'ai bien compris la question et si j'y réponds correctement, mais je suis pas sûr. Du moins, Richard est venu me transmettre une demande, mais j'avoue que j'ai pas réussi parfaitement à lire ce qui était écrit et il a voulu faire vite pour pas vous déranger dans le chat, donc il m'a donné un petit papier. Pour demande financière, on fait un devis pour plusieurs centres selon le nombre de centres. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, et c'est bien ce que je disais. C'est en fonction du nombre de centres, c'était 49 € par centre. Mais évidemment, Excusez-moi. si une personne avait 120 centres, là, on Dégressif. fera évidemment un tarif spécifique, bien sûr. Il y a d'autres Euh, questions, Alexandra? oui, donc Marie Doba-Richard pose comme question, et les frais de mise en service sont par centre aussi? Non, non, c'est uniquement pour une structure complète. En fait, si on fait une personnalisation pour avoir le logo je sais pas moi, d'Aubin Richard Audition, ben, la personne nous envoie son logo. Le développeur informatique va mettre le logo de Madame Doba Richard sur la plateforme. Et ça, ce sera pour tous ces centres. Donc, les frais de mise en service, là, ils sont pas tributaires du nombre de centres. C'est uniquement l'accès aux exercices et à la plateforme. Une autre question de la part de Léa Lancelot. Bonjour. Dans ce cas, les patients ont un accès illimité une fois le compte créé. Je veux dire, une fois que tous les niveaux sont atteints, le patient va-t-il garder son accès pour se maintenir dans le long terme ou bien l'entraînement est fini? Alors, on n'a pas mis de limite, tout comme il n'y a pas de limite au nombre de patients qu'un centre peut inscrire. Le patient, bah, tant que le professionnel il fait partie du réseau, et puis en fait, les patients, ils ont accès à l'entraînement. Donc, ils ont non pas, c'est pas ils en font 24 et on arrête. Il y a des gens qui ont fait plus de 300 séances dans le service. Au sein du CHR, c'est même encore plus. Il y a des patients qui vont en permanence. Donc voilà, il n'y a pas de nombre limité de séances on n'a pas mis de cut-off au-delà duquel on arrête l'accès. Ni pour les professionnels, c'est pas une licence pour dire avec votre licence, vous pouvez inscrire 12 patients. Non. Vous en inscrivez le nombre que vous voulez. Il n'y a pas de limitation sur cet aspect-là.
Merci Jérôme. Donc on a une autre question de Pascal Dureux. La personne qui plafonne par exemple au niveau 7 peut-elle quand même continuer à pratiquer ces niveaux 7 à 8 indéfiniment ou il y a des tests, où il y a assez de Alors, tests? non, alors en fait, inévitablement, la personne, elle va rencontrer son plafond de verre. Donc en fait, comment est-ce... Il faut peut-être que je précise juste un ou deux petits trucs sur ces niveaux. Donc en fait, comment est-ce que les niveaux ils ont été déterminés? Ça n'a pas été fait au hasard. J'ai pris 128 étudiantes à l'école d'orthophonie de Lille. À chacune d'entre elles, j'ai fait entendre 450 phrases dans les 11 environnements sonores. Et ensuite, pour chaque environnement sonore, on a déterminé le niveau de performance maximale atteint. Et donc, le niveau 11 que vous avez vu en compréhension, ben, le rapport signal-bruit, il peut être un petit peu différent si vous avez un bruit multilocuteur que si vous avez le bruit de la gare ou peu importe. Mais ensuite, ben, ce niveau max, on a fait des paliers par pas de 2 dB. Et donc, grosso modo, vous allez être à peu près au niveau 11, vous serez à -2 à -4 dB de rapport signal-bruit. Et donc, si vous avez 11 niveaux, ben, ce sera 22 décibels de plus facilitateur. Donc évidemment qu'une personne qui aurait une surdité moyenne 2 ou une surdité sévère, elle ira peut-être jamais au niveau 10 ou au niveau 11. Mais c'est pas important qu'elle aille au niveau 10 ou au niveau 11. C'est juste, est-ce qu'elle a pu progresser? Ben oui, à son évaluation initiale, elle était au niveau 3 ou au niveau 4. Et puis, ben, elle a réussi à aller au niveau 5 ou au niveau 6. Ben, ça veut dire qu'elle a passé 2 niveaux de RSB. Donc, elle s'entraîne à des niveaux qui sont 4 RSB de plus. Donc, imaginons que quelqu'un ait atteint le niveau 7, bah c'est génial, elle a atteint le niveau 7, c'est son plafond de verre, bah ça sert à rien qu'elle s'entraîne au niveau 7 si elle n'y arrive pas. C'est que bah, elle fasse du niveau 7 si elle a envie de se tester pour être dans ce qu'on appelle sa zone proximale de développement et essayer d'aller le plus loin possible. Mais si elle échoue en permanence, bah, la plateforme va lui dire entraînez-vous au niveau 6 et puis quand vous validez de manière systématique le niveau 6, bah, à ce moment-là, mettez-vous au niveau 7 pour avoir une progression qui va faire que l'exercice est adapté au niveau de performance. Mais en tout cas, c'est pas un problème si la personne, elle va jamais de sa vie au niveau 8. En tout cas, moi, j'en vois pas. L'important, c'est de se dire, elle était à tel niveau initialement et à quel niveau elle arrive après. Merci Jérôme pour ces précisions. On n'a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir et poser des questions? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est Grégory Gerbeau. Tout d'abord, merci hein, pour cette superbe présentation. Merci à vous tous pour ce travail remarquable. C'est très gentil. En fait, ma question porte sur les niveaux de surdité. Dans le cadre d'une surdité légère, évidemment, le patient va être plus pertinent dans ses scores et va évoluer plus rapidement. En moyenne, vous avez dit qu'il fallait à peu près 8 séances. 8 séances, quel que soit le type de surdité, à minima, où on peut constater qu'effectivement, et Stéphane pourra peut-être nous en dire plus, que sur des surdités légères, en moyenne, il a constaté qu'au bout de 4 ou 5 séances, déjà quand ils étaient bien appareillés, les patients obtenaient déjà des scores très satisfaisants et augmentaient, passaient arriver à scorer rapidement 2 niveaux supplémentaires. Et comme vous avez dit, chaque niveau, chaque palier correspond à peu près à un pas de RSB, c'est ça? Ou un pas À ou deux deux pas de pas, à deux, deux pas. 2 dB de 2 dB. RSB. 2 Ouais. dB, hein, c'est ça, 2 dB. Voilà. En, Euh, en fait, déjà pour rebondir sur votre question, il va y avoir inévitablement, si on faisait le test que sur les niveaux atteints sur la plateforme, en fait, par l'utilisation de la plateforme, les gens vont s'habituer, ils vont avoir une progression qui va être naturelle parce qu'il n'y aura plus la contrainte de la manipulation informatique, donc il y aura déjà ce progrès-là. En fait, quand on a vu les progrès, c'est parce que on a fait un test complémentaire sur une étude contrôlée où là, on faisait un VRB initial, 8 semaines d'entraînement, et on fait un VRB final. Le VRB devient la mesure d'efficacité de l'entraînement qui s'est déroulé pendant la période. Parce que si on regarde que les performances des individus, ben parfois vous avez des gens
qui, tout à l'heure, je vous ai montré une progression d'une personne qui était allée au niveau 10 ou au niveau 11 très rapidement. En fait, si elle va à ce niveau-là, c'est certainement que son niveau initial, c'était pas le niveau 2 ou le niveau 3. Parce que c'est juste que il y a parfois des personnes, quand l'assistante chez nous va faire l'inscription du patient et qu'elle lui montre le fonctionnement, parfois la personne va dire, oula, moi l'informatique c'est compliqué, et donc on va faire en sorte que cette évaluation, la personne commence au niveau 1, parce qu'en commençant au niveau 1, ben, elle n'aura pas cette peur de faire l'exercice, et donc rapidement elle va aller au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, etc., etc. Et potentiellement peut-être qu'elle va bloquer à partir du niveau 8, mais c'est là qu'il y aura la progression ensuite qui va se dire, je vais devoir progresser. Et ben, quelquefois, c'est juste dans la succession des niveaux validés. Si je reviens sur le diaporama qui était présent tout à l'heure, si vous permettez, je vais vous remontrer ça. Ça peut être intéressant d'avoir dans le cas de Stéphane, par exemple, sur le graphique qui est là. Celui-là, il est intéressant parce qu'on voit bien que là, à l'intérieur de ces cercles, c'est les niveaux qui sont validés au fur et à mesure. Donc là, la personne, elle a commencé au niveau 3. Pendant quelques séances, elle est restée au niveau 3. Et puis, elle a réussi, comme elle l'est validée à chaque fois, elle s'est entraînée au niveau 4. Mais au niveau 4, ben, pendant plusieurs séances, elle n'a pas réussi à l'avoir. Et donc, naturellement, la plateforme l'a fait rebaisser. Elle s'est entraînée au niveau 3. Et puis, d'elle-même, à chaque fois, elle validait le niveau 3. Et puis tout d'un coup, on voit qu'au bout d'un certain nombre de séances, tac, elle a réussi à passer au niveau 4. Et puis elle s'est entraînée, malgré tout, elle allait au 5, elle n'a jamais réussi à le valider. Et petit à petit, en faisant une dizaine ou une quinzaine de séances, tout d'un coup, tac, le niveau 5, il a commencé à apparaître et elle a réussi à le valider de plus en plus. Et puis là, elle arrive au niveau 6. Alors, bah, ça, c'est super. Il a fallu attendre, je sais pas combien, la 47e séance. Mais vous voyez que pendant, si je regarde sur cette partie-là, à son évaluation, elle a commencé au niveau 3. Elle a mis 9 séances pour passer au niveau 4. Et après 30 séances pour aller au niveau 5. Ben, là, quelque part, on a envie de lui dire à cette dame, bravo madame, le travail, il paye. Et au bout d'un certain temps, ok, elle a progressé. Là, c'est certainement une vraie progression de ce niveau. Alors que parfois, vous avez des gens qui font le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Non, c'est pas la plateforme qui le permet de gagner ces DB-là aussi vite. C'est pas possible. Ouais. Donc la liaison avec la surdité, Je vous évidemment. entends pas, je suis désolé. Hop, hop, hop. Là, c'est bon, vous m'entendez? Euh, vous, Oui. vous avez le son? Moi je l'ai pas. Oui. Ah Un, ouais, 2, 3. allez-y. Ouais, ça y est, c'est bon, ça y est. C'est bon. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. Et effectivement, fonction de la surdité, on va pas du tout avoir le même score. C'est une évidence. Mais c'était intéressant d'avoir la notion des 8 séances, parce que là, dans ce cas précis, on n'est pas à 8 séances, Bien on est sûr. à 47 séances, donc ça n'a rien à voir. Mais encore merci pour tout Et, ça. et C'est pardon, très ouais, clair. j'avais pas répondu tout à fait donc à votre question, mais tout à l'heure j'ai dit dans la présentation que en fait il n'y avait pas quand on a fait la grosse étude sur les 414 patients et c'est pour être tout à fait exhaustif dans ma réponse, c'est que là vous voyez c'est on progresse quel que soit son niveau initial, son âge, sa perte auditive et le délai d'appareillage. Ça c'est une réalité si on prend la moyenne des performances des individus. Maintenant, si on étudie la trajectoire individuelle des individus, évidemment que si vous avez une surdité qui est moins importante, vous allez atteindre des niveaux qui vont être supérieurs à quelqu'un qui avait une surdité moyenne 2 ou une surdité sévère. Ça, bien sûr. Et de la même manière, si on regardait non pas la moyenne des performances suivant l'âge, mais si on prenait les trajectoires individuelles de chaque individu, on verrait sur le plan statistique que plus on est jeune, et évidemment, plus la performance, elle peut être maximisée. Donc, quel que soit l'âge, on va progresser, quel que soit le niveau de perte, on va progresser, mais cette quotité de progression, elle va être différente, évidemment, en fonction de la surdité et de l'âge du patient qui va être présent. Mais l'avantage, c'est que vous avez des gens qui vont commencer au niveau 1 et qui peut-être iront au niveau 4 ou au niveau 5, et ils auront déjà progressé d'un certain nombre de niveaux, et c'est super. Mais vous avez aussi des gens qui vont commencer au niveau 8 et qui vont réussir à aller au niveau 9 et au niveau 10. Et donc, quel que soit le niveau de performance initial, l'entraînement, ça peut
aider à maximiser la performance de l'individu. Merci beaucoup. Oui, voilà. Bonsoir Grégory. Ben, tu as vu, Jérôme a été ultra complet. Et effectivement, j'aurais pas pu te dire autre chose. Et c'est surtout Jérôme qui a accès aux stats et aux statistiques des études et des choses. C'est vrai que je t'avoue, moi, je le fais pas vraiment. Je regarde pas nécessairement. Je suis en moyenne, je suis en légère. Mais je vois du progrès chez tout le monde. Et ça, c'est mieux. C'est pas à toi que je dois l'expliquer que quelqu'un qui était déjà très fort, ben, s'il gagne qu'un niveau, ben, c'est déjà super parce qu'il a une perte légère et que oui, voilà, on améliore sa capacité. On voit parfois des très gros progrès. Ça reste interindividuel, ça reste une capacité, ça reste en fonction de l'âge, mais voilà, la conclusion, c'est ça, c'est qu'on progresse quels que soient tous les paramètres qui concernent le patient. Et ça, c'est agréable à voir au jour le jour. Merci, merci. Merci à tous pour vos questions. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions avant de clôturer ce webinaire? Bon, sans nouvelles questions, je vous remercie à tous d'avoir participé. Je remercie également Jérôme, Stéphane et Inma pour leur participation et leur présentation très complète. Nous ferons un prochain webinaire sur lequel vous pourrez également nous rejoindre, poser vos prochaines questions. N'hésitez pas à revenir vers nous en passant via le site audiogym-pro.fr. Cela vous permettra d'avoir un peu plus d'informations, de pouvoir nous contacter si vous souhaitez faire une demande de devis. On vous souhaite à tous une excellente fin de journée et à bientôt et au plaisir.